passe la parole tout de suite à Stéphane Rosès sur le thème de l'imaginaire des pays. Merci de votre invitation. Gilles, l'équipe de WV Compagnie, effectivement, on se connaît depuis un certain temps. On faisait des travaux en commun à partir d'une rencontre intellectuelle, amicale, et finalement de constats communs autour de l'idée de professionnel, qui est une idée qui n'est pas si répandue que ça en France. Il faut le dire, justement du fait de la façon dont les Français se représentent le monde. Ça s'appelle Anima Mundi, qui réunit justement des personnes qui ont aussi cette caractéristique d'origine diverse. Cette idée, c'est que chaque pays, chaque nation a, derrière les termes de marque, des caractéristiques qui lui sont propres. Et tu citais à juste titre cette phrase d'un économiste un peu naïf, qui est l'idée que la globalisation économique, en homogénéisant les processus de production et de commercialisation, ferait que les individus travaillant et consommant de plus en plus de la même façon, le monde devrait tendre à une identité commune. Or, tel n'est évidemment pas, ni en Europe, ni dans le monde, le constat. Plus les processus d'intégration économique, voire politique, de façon volontariste en Europe, s'accentue, plus au contraire des identités culturelles se constituent. Alors, finalement, pour revenir au thème qui est la question des marques pays, on pourrait prendre ton cas, Denis, que tu as avancé, qui est le cas de la France, et qui a peut-être dans le monde un seul cas qui est exactement le contraire, qui est les États-Unis. L'étude que tu as initiée, à laquelle j'ai été associé, l'étude Goodwill, auprès des leaders économiques et d'opinion dont tu parleras tout à l'heure, nous indique que 2 leaders sur 3 dans le monde pensent que la France va tirer parti positivement de la globalisation. Et tu l'as dit, les Français pensent exactement le contraire. Le cas des États-Unis est sans doute l'inverse. Les leaders dans le monde voient les États-Unis comme une puissance déclinante, et les États-Unis ont évidemment des problèmes, mais si on écoute le discours que vient de faire Obama, c'est exactement l'inverse. Ils sont toujours mus par un optimisme que leur dénie les leaders d'opinion. Et donc le sujet que je voudrais traiter très rapidement devant vous, autour du terme imaginaire, c'est de traiter en parallèle, oui, des pays et des images, et chaque pays a un imaginaire, c'est-à-dire qu'il voit les autres pays d'une certaine façon. Donc je vais être sans doute un peu rapide, et on aura d'autres occasions, évidemment, d'approfondir tout à l'heure. Alors, chaque pays a une image. On peut le dire effectivement comme une marque au plan économique, mais une marque d'une entreprise, c'est-à-dire une marque corporate. C'est-à-dire que l'image de l'entreprise ne se limite pas, n'est pas la somme des caractéristiques de l'image de ses produits. Si une entreprise a une image spécifique au-delà de ses produits, c'est donc qu'il y a eu de la part de ceux qui considèrent une entreprise des caractéristiques propres qui dépassent la somme de ses produits ou leur utilité. Eh bien, effectivement, je crois que l'on peut dire que l'image d'un pays incorpore
une mémoire que l'on a, l'image d'un pays pour l'extérieur, l'image d'un pays pour l'extérieur incorpore une mémoire que les autres pays ont conservée de ce pays, qui est une mémoire plus ou moins vivace. Les Français ont une mémoire de ce qu'est l'histoire allemande. Les Allemands ont une mémoire de ce qu'est l'histoire française. Et c'est peut-être au regard de cette mémoire que, pour les Français, ceux dont ils se sentent le plus proches, ce sont les Allemands. Et les Allemands, ceux dont ils se sentent le plus proches, sont les Français. Mais évidemment, le travail de mémoire d'un Chinois sur le Japon ou du Japon sur la Chine, il y a deux histoires également dures, conflictuelles. Ça ne veut pas dire la même chose sur la façon dont les Chinois considèrent les Japonais et les Japonais les Chinois. Donc l'image d'un pays incorpore, au regard de ceux extérieurs de l'image de ce pays, une mémoire. Une mémoire que l'on a de ce que l'on croit être l'histoire de ce pays. Et la trace de ce pays sur celui qui doit avoir une image sur ce pays. Deuxièmement, l'idée qu'on se fait des valeurs que porte ce pays. Des valeurs. Troisièmement, l'idée qu'on se fait des caractéristiques de ce pays. Des caractéristiques dites objectives. Tout ça, ce sont des représentations, mais c'est sans doute parce que ce sont des représentations que ça constitue un capital immatériel. Et la qualité de ce capital immatériel, selon moi, dépend de deux variables. La première, est-ce qu'on se sent proche, proche des valeurs, des caractéristiques de l'histoire, et deuxièmement, quelle est leur cohérence? Denis va rentrer dans l'étude tout à l'heure. Un seul mot, il me semble que, en tout cas c'est pas il nous semble que la raison pour laquelle l'Allemagne apparaît comme le premier pays pour les leaders internationaux, c'est qu'il y aurait une sorte de cohérence entre stabilité politique, performance économique, préoccupation environnementale et cohésion sociale. Et que tout ça semblerait tenir ensemble dans une cohérence. Cette question de cohérence est très, très importante. Par exemple, ayant travaillé dans le passé, je peux en parler, ça fait l'objet d'une conférence de presse sur la principauté de Monaco. Contrairement à ce que pensaient les monégasques qui pensaient qu'ils avaient une mauvaise image des leaders internationaux, en fait, la bonne image venait de ce qu'il semblait y avoir une cohérence entre le modèle économique et le modèle institutionnel, nonobstant le fait qu'elle était préservée de l'image que l'on avait des paradis fiscaux traditionnels, parce que ça remontait plus en amont. Il semblait y avoir, même si ça peut être un peu désuet, une forme, je dirais, d'authenticité dans le modèle monégasque. Donc, deux éléments qui expliquent le fait que l'on puisse avoir une bonne image ou pas d'un pays, à la fois la proximité culturelle de ce pays, et deuxièmement, l'idée d'harmonie. Et il faut distinguer, Denis en parlera sans doute tout à l'heure, la question de la capacité à tirer parti de la mondialisation qui, elle, réfère à beaucoup plus la question de l'efficience et de l'efficacité. Mais on pourrait se dire finalement, l'image d'un pays, son modèle, sa marque, d'où viennent-elles au juste? Ce sont des représentations, on l'a dit. Mais ce sont des pays en mouvement. Ce sont des pays en mouvement concret dont il s'agit. Ce qui fait l'image d'un pays, ce sont ses caractéristiques. A-t-il des ressources ou pas? A-t-il un dynamisme démographique ou pas? Quel est son état de développement économique? Quelle est sa situation sociale et environnementale? Mais pourquoi des pays décollent et pas d'autres à l'intérieur d'un même continent? Pourquoi la Chine est au niveau de l'Europe au moment de la Renaissance et pourquoi la Chine ne se développe pas? Et pourquoi se développe-t-elle maintenant?
c'est que finalement, ce qu'est l'image d'un pays à un moment donné correspond également à ce qui le modèle. Là, je bascule dans l'autre sujet qui est qu'est-ce qui fait qu'un pays se construit un rapport au monde de telle ou telle façon. C'est la phrase de François Hollande, chaque nation a une âme, et c'est la phrase commune de Nicolas Sarkozy et de François Hollande durant la campagne, parlant d'un génie français. J'utiliserai un autre terme, qui est un terme que j'utilise depuis quelque temps, qui est l'idée d'imaginaire. C'est-à-dire que chaque pays, comme chaque individu, se construit un rapport au réel en se l'appropriant par une mise en perspective de représentation. Des intuitions, des jugements, des valeurs, de l'idéologie, de la pensée. Et finalement, derrière cette idée d'imaginaire, il y a l'idée de modèle. Le terme de modèle est polysémique. Il dit à la fois ce qui peut servir d'exemple, et il dit à la fois ce qui modèle, ce qui structure. Et je suis arrivé à cette idée d'imaginaire, non pas parce que je suis un philosophe, un intellectuel, un universitaire, mais parce que, comme homme d'études, devant répondre à des questions très précises pour les clients pour qui je travaillais, gouvernants, chefs d'entreprise, ou bien sur les études marketing, je me suis aperçu qu'il y avait une façon commune du citoyen français d'être à la nation, du salarié d'être à son entreprise, et par l'investissement des consommateurs sur le marché. C'est-à-dire que cette appropriation du réel par une mise en perspective de représentation modèle une façon de penser et de se conduire avec des spécificités selon l'époque. Et ça modèle une façon de penser, une façon de créer, d'innover, de travailler. Et donc ça fait les jardins à la française, les cartes, les ingénieurs, notre école de mathématiques, un goût de la spéculation, un détachement du réel, un certain nombre de caractéristiques qui nous sont. Et du coup, ce travail pour tenir ensemble d'extraction du réel, de désingularisation, fait notre universalisme et fait que nous avons des caractéristiques propres repérées par les étrangers. Nous sommes les seconds en termes d'innovation pour les entreprises. Il y a 18 patrons français qui dirigent des multinationales. Quand il y a un problème dans une multinationale, on va chercher un Français. Quand il s'agit d'appliquer ses idées, on ne prendra surtout pas un Français. Et donc, l'explication du pessimisme français et du fait que les autres repèrent une qualité et les valorisent dans la mondialisation vient justement de ce qu'ont en commun les élites et le peuple, c'est le fait qu'il faudrait soit ployer face à la mondialisation en renonçant à ce que l'on est sans dire, soit résister à la mondialisation, ces deux attitudes face au monde ayant comme caractéristique commune, évidemment, d'essouffler notre imaginaire et de rentrer dans un marasme mental qui n'a rien à voir avec une conduite, d'où mon désaccord total avec la façon dont le monde a traité le sondage. Non pas que le sondage ne dise pas les bonnes réponses aux questions posées, mais parce qu'elle ne va chercher qu'une partie du cerveau des Français, qui est justement la partie du citoyen
citoyens qui, voyant comment fonctionnent nos élites ces dernières années, voyant la crise des subprimes, voyant, je dirais, les tensions entre ce que peuvent dire des candidats pendant une présidentielle, de ce point de vue-là, Sarkozy en 2007 et Hollande en 2012 ont joué à peu près les mêmes ressorts pour se faire élire, c'est-à-dire dire la France a quelque chose à faire, et une fois élus, leur conduite semble être une esquive de cette question. D'où notre pessimisme record. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en dernière instance une difficulté des Français de se dire qu'ils ont à voir dans le monde tel qu'il est. Je dirais qu'il y a une difficulté de l'homme occidental, d'abord, de se faire à la mondialisation telle qu'elle est. Parce que la forme actuelle de la mondialisation, c'est la globalisation. Or, la globalisation a trois effets. Du fait à la fois de la libre concurrence et du capitalisme patrimonial. C'est qu'elle aplatit le temps, elle aplatit l'espace, et elle rend l'avenir contingent. Et là, il y a un problème pour l'homme occidental, c'est que l'homme occidental est dans un imaginaire de la maîtrise de la nature. Et lui, il a au contraire besoin de se déployer dans le monde, d'avoir des balises qui lui permettent ce mode de déploiement. Alors que l'homme oriental, lui, son sujet n'est pas l'homme oriental, son sujet n'est pas la maîtrise de la nature, c'est d'être dans le flux. Et évidemment, avec Denis et Gilles, l'équipe de W, HEC, RCU, on a quand même repéré que les élites orientales et occidentales n'avaient pas la même façon de répondre aux questions sur l'imaginaire pays. Tu en parleras un peu tout à l'heure. Donc je termine, j'ai été long. L'imaginaire est une représentation du monde, mais qui agit sur les acteurs. Et chaque peuple, chaque nation a une façon singulière de se représenter, Et la façon française, pour terminer par là, justement, dénie absolument le propos que je viens de tenir, selon lequel il y aurait autre chose dans le monde que l'universalisme. Les Chinois seraient des Français en plus exotiques, les Italiens des Français plus chaleureux à l'opéra, les Anglais des Français en plus perfides, les Allemands des Français en plus disciplinés, et l'idée que, et évidemment à 75% qu'on ait quelque chose à faire au Mali, ce qui me semble tout à fait normal à 75% d'avoir quelque chose à faire au Mali. On explique aux autres que ben oui, mais justement c'est pas tout à fait normal pour les autres pays, c'est quelque chose qui est en dehors de notre imaginaire. Donc, la façon des individus et des peuples de s'approprier le monde fait qu'ils ont besoin d'avoir des images de pays. Néanmoins, plus la mondialisation est instable, plus les individus ont besoin d'avoir des images typées des pays, de sorte que ces images typées, dans la mondialisation telle qu'elle est, puissent leur servir de base. Merci beaucoup Stéphane. Je vais enchaîner immédiatement pour parler de ces images typées. Comme l'a dit Stéphane, nous avons conduit, on va dire tout au long de l'année passée, une étude assez approfondie avec HEC, Ernst & Young, donc CAP, pour essayer d'approcher ces images que tu viens de qualifier de typées. Je voudrais répondre à un autre de tes mots de tout à l'heure, c'est que ces images que nous avons cherché à capter, ce sont des images de pays qui sont sur des tapis roulants, c'est-à-dire des images de pays qui sont clairement en mouvement. Et il se trouve que j'ai croisé une physicienne il n'y a pas très longtemps et qui m'a expliqué avec beaucoup d'expertise le fait que le mouvement c'était en physique le momentum et que le momentum c'était la multiplication de la masse par la vitesse. J'ai retenu cette formule.
disant que, et ce que vous allez voir dans un instant à travers cette étude, vous allez constater qu'il y a différentes masses de pays. Il y a des petits pays, il y a des grands pays, et d'ailleurs, un des phénomènes des marques pays, c'est ce qu'on appelle le country bundle, c'est-à-dire des groupes de pays. Il y a des grades de pays qui se regroupent aujourd'hui comme dit Dominique Volton, par aire linguistique, par affinité linguistique ou par affinité géographique. C'est un des phénomènes des marques pays. Mais vous allez voir qu'il y a des petits pays, puis il y a des grands pays, et que ce n'est pas parce qu'on est un grand pays qu'on s'en sort mieux que les petits, vous allez le voir dans un instant. Et dans un deuxième temps, rapidement, je vais vous esquisser, puisque je ne serai pas très long, comment est-ce que ça marche aujourd'hui, le marketing pays. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot étrange? Et je vais essayer de vous donner quelques points de repère. Alors, cette étude s'appelle le National Goodwill Observer, et elle a été présentée il y a quelques semaines. Je vais vous en présenter quelques extraits. Si l'intégralité de l'étude vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander chez W Compagnie, puisque je pense que cette étude d'ailleurs est téléchargeable. La première item sur laquelle nous avons travaillé avec les équipes de CAP et avec Stéphane, c'est sur l'image instantanée. Je reprends ce mot de momentum, c'est parce que nous avons fait cette étude en fait au vrai début du XXIe siècle, puisque vous savez que les siècles commencent toujours avec 10-15 ans de retard. Nous sommes au début de 2013, et que le 19e a commencé après les guerres napoléoniennes, le 20e a commencé après la guerre 14, et bien maintenant nous sommes au tout début du XXIe siècle. C'est intéressant parce que l'image instantanée, que vous allez voir tout de suite, des pays, est clairement le reflet des images d'une image sur le XXe siècle. Et vous allez voir que tout à l'heure, l'idée qu'on va appeler l'image projetée, c'est clairement l'idée que l'on peut se faire de ces pays, des mêmes pays, dans le XXIe siècle. Quels pays? On a choisi des pays du G20, auxquels on a ajouté 6 pays pour donner 26 pays. Ça, c'est la méthodologie. Deuxième point, à qui avons-nous posé des questions? Grâce à Harris Interactive, qui dispose d'une grande base de données internationale, nous avons choisi, avec l'expertise de Stéphane, des experts leaders économiques et leaders d'opinion, pour que chacun, un peu comme l'Eurovision, n'a pas le droit de voter pour son pays, mais par contre, on a le droit d'avoir un point de vue quand on est un des 26 pays, leader économique, on a le droit de parler et d'avoir un point de vue sur les 25 autres pays. C'est la méthodologie que nous avons suivie. Je vous montre quelque chose qui relève d'un cocorico, parce qu'on a cherché évidemment des motifs d'espoir, puisque d'aucuns disent que nous sommes plus pessimistes que les Irakiens, et là vous avez un motif de satisfaction, puisque sur un des items, je ne rentre pas dans le détail, mais qui était un des 7 items clés de composantes d'image, la créativité culturelle et artistique, sans doute ne serez-vous pas étonné de voir que vous avez 3 pays latins qui arrivent en tête, juste devant le Royaume-Uni, avec la France qui est première sur cet item-là. Madame Filippetti, d'ailleurs, devait venir il y a quelques jours à cette conférence, parce que, évidemment, ça lui donne le moral, et puis malheureusement, son agenda a fait qu'elle n'est pas venue ce soir. Mais c'est quelque chose qui, évidemment, intéresse en ce moment l'exécutif, parce que toute la question, c'est comment transformer, vous allez voir dans un instant, ce levier de créativité en innovation et en performance économique, ce qui n'est pas gagné, parce qu'on voit là aussi un gouffre, c'est de se transformer en festival d'Avignon géant ou en état-musée qui verrait passer au-dessus de sa tête des avions de la performance économique. Alors, je vais décrire ces deux items qui sont les plus intéressants. Sur l'image instantanée, vous avez là le classement des pays, et comme le disait Stéphane, vous avez un groupe de tête emmené par l'Allemagne, très clairement, ce que nous avons appelé les privilégiés de l'image. Et vous pouvez constater que dans le top 6 de l'image instantanée, je vous rappelle que ce sont des leaders économiques et des leaders d'opinion internationaux qui jugent les pays auxquels ils n'appartiennent pas. Vous avez 4 pays européens dans le top 6 de ces pays. Et puis, pour ne faire de peine à personne, parce que lorsqu'on a présenté cette étude, il y avait des représentants des ambassades et des ambassadeurs de tous les pays concernés, presque. Nous avons un deuxième classement avec les puissances fragilisées, dans lequel on trouve la France qui finalement tire son épingle du jeu pas trop mal, qui est 7e, devant le Japon, devant les États-Unis, qui l'eût cru. Et puis nous avons ce que nous avons appelé les puissances nouvelles. Vous retrouvez un certain nombre de pays émergés, des puissances que l'on qualifie de puissances de demain, et puis les images émergentes avec les pays d'Afrique ou le Mexique, la Russie, qui sont dans ce dernier peloton. Nous nous sommes intéressés à l'image du XXIe siècle, avec une question qu'a rappelée Stéphane, qui était fort intéressante, qui était
est-ce que ces pays-là vont tirer parti de la mondialisation? Et donc volontairement, nous avons projeté ces images dans la mondialisation, et là, voilà le même classement, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes pays qui sont en tête. Vous avez là, cette fois, un peloton de... On va s'intéresser au top 3, ou top 4, avec la Chine en tête, l'Inde, le Brésil, l'Australie, la Corée du Sud, et l'Allemagne qui est cette fois 6e, donc qui rétrograde de 5 places, et qui est le seul pays européen à tirer son épingle du jeu dans ce top 6 que l'on regardait tout à l'heure. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ce classement, mais je vous soumets un graphe qui est très spectaculaire, si ça peut bien fonctionner, où on a cherché en fait à projeter les deux images. D'un côté, l'image instantanée, ce que vous avez derrière moi en blanc, et là, on a été évidemment très scrupuleux de respecter les pourcentages, et vous voyez le classement tout à l'heure avec l'Allemagne qui est en tête, et donc vous trouvez bien, voilà, la Suisse qui est pas très loin, l'Australie qui est bien placée, la France qui est 7e, et puis on a ajouté, bien entendu, les gagnants et les perdants par rapport à cette image projetée du XXIe siècle. Et ce qui nous a évidemment intéressé, c'est les écarts. C'est-à-dire les pays qui ont tout à gagner de la mondialisation et surtout qui sont perçus par les autres comme étant totalement dans la mondialisation, comme le disait Stéphane, ou ceux qui sont considérés comme à l'extérieur de la mondialisation. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce graphe, mais vous trouvez évidemment des pays comme la Chine, comme l'Inde ou comme la Russie qui gagnent 32 points entre l'image instantanée et l'image projetée. Et les grands perdants de cette comparaison sont malheureusement les 3 pays latins qui étaient en tête tout à l'heure de la créativité, c'est-à-dire la France, l'Espagne et l'Italie. Ça, c'est pour corroborer l'intuition formidable de Stéphane par rapport à l'imaginaire. Nous avons un problème avec la mondialisation. La France perd 19 points sur le thème de la mondialisation. Et c'est embêtant parce que vous avez là les différences de critères de ce qui a fait l'image. Et comme l'a très bien dit Marcel, l'image c'est la notoriété, mais ça suffit pas, mais c'est l'attractivité. L'attractivité des investisseurs, bien entendu, l'attractivité des cerveaux. C'était autrefois la stabilité institutionnelle, juridique, fiscale et le respect de l'environnement, la qualité de la vie, ça c'était au XXe siècle. Mais aujourd'hui, les deux, je parle sous le contrôle de Stéphane, les deux principaux leviers d'image en termes statistiques, les deux leviers les plus puissants, ce sont la performance économique et la capacité d'innovation. Alors, je vais passer vite pour ne pas être trop long parce que je voudrais vous montrer. Je vous montre juste cette courbe qui a été menée avec les statisticiens d'Ernst & Young, qui est fort intéressante. Qu'est-ce que nous avons cherché à faire? C'est quand on a eu de nombreuses réunions de travail, fort tardives, les statisticiens nous disaient tout ça c'est très gentil, mais vous parlez de perception, vous parlez d'image. Donc nous allons faire un travail, et ils l'ont fait avec ça. Ils ont constitué un indice, qui est la somme des indices. Donc ils ont pris les rankings des pays, et le domaine de marketing pays est un domaine dans lequel le sujet des rankings est un des phénomènes les plus marquants. Aujourd'hui, les pays se comparent les uns par rapport aux autres avec des autorités plus ou moins indépendantes qui jugent. Et qui jugent de quoi? Je vous montre le critère. On juge de la stabilité, on juge de la créativité, on juge de la corruption, on juge de la liberté, on juge de la performance économique. Tout ça, ça fait un certain nombre d'indices que vous trouvez à Davos, que vous trouvez à New York, que vous trouvez sur un certain nombre de forums où on vous met, vous en avez là une liste. Et tout ça, ça fait que les pays gagnent en respect ou pas, gagnent en attractivité de business ou pas. Et ça fait la cote, en fait, des pays. Et pour travailler pour certains pays, on est impressionné de voir combien les pays et les gouvernants aujourd'hui regardent ces échelles météo. Un petit clin d'œil à Catherine Laborde, qui est au fond de la salle. Donc, je vous montre cette courbe parce que pour nous, ça a été une vraie révélation. C'est qu'on a comparé le chaud et le froid. En bas, vous avez le froid, la position dans les classements internationaux à travers ce panier d'indices. Et puis en haut, vous avez l'image instantanée, qui était, on pourrait dire, le truc des communicants. Et nos amis d'Ernst & Young ont bien dû comparer et se rendre compte qu'il y avait une corrélation absolument parfaite entre le froid et le chaud.
Donc vous n'avez aucune chance d'avoir une bonne image et d'être attractif si les indices froids, donc les infrastructures, la qualité de l'éducation, etc., n'est pas au rendez-vous. Vous n'avez aucune chance, en fait, d'avoir des infrastructures et des indices d'éducation de la performance économique si vous n'avez pas une bonne image. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait. Je vous donne un petit aperçu rapide. Le premier aperçu, c'est que toute cette histoire de marketing pays est née en fait il y a fort longtemps. Je ne vais pas remonter à Benjamin Franklin, mais je pourrais, parce que Benjamin Franklin a fait une tournée en Europe en proposant des pins à Louis XV pour financer sa campagne et financer l'indépendance des États-Unis. C'est assez drôle parce que c'était le premier exemple de merchandising. Et pendant que Thomas Jefferson écrivait la Constitution. Mais si on prend dans l'histoire contemporaine, en fait, le marketing pays est né avec cette fois le président Wilson, qui n'avait aucune envie de rentrer en guerre en 1916. La guerre n'était absolument pas populaire. Finalement, les États-Unis rentrent en guerre, mais il faut trouver de l'argent et puis il faut rendre cette guerre populaire. Il y a déjà une corrélation intéressante que je vous signale entre les crises et les guerres et le marketing pays. Il y a une accélération de la prise de conscience des marques pays dès l'instant où on sort d'une crise, où on sort d'une guerre. Là, c'est exactement typique. Et le président Wilson recrute un monsieur qui est un ancien boxeur, qui s'appelle George Creel, et qui charge d'aller lever des fonds et de rendre la guerre populaire, notamment dans les cinémas, parce que le cinéma est en plein boom, en faisant des réunions 4 minutes, puisque c'est le temps qu'il faut pour changer les bobines de cinéma entre la première bobine et la deuxième bobine. Il y a 4 minutes pour lever les fonds, et il envoie des volontaires dans les États-Unis pour recruter et chercher des fonds. Et puis, fort de cette expérience, il prend la tête du premier comité de relations publiques américain et écrit un livre qui s'appelle How We Advertised America, et qui est la première modélisation du marketing pays, notamment par tous les biais, que ce soit les leviers culturels, les leviers du sport, les leviers de la performance, tout ça a commencé là, et que bien entendu on vous a mis, et cette présentation a été faite notamment par Gilles Deléris, la campagne d'Obama qui a utilisé toutes les recettes de ce savoir-faire. Là où je veux en venir, et ce qui est totalement nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, ce qu'on enseignait dans les MBA internationaux, c'était que le soft power était une invention de Churchill et Joseph Nye, et puis voilà. Sauf qu'en fait, les diasporas des pays émergents, ayant été formés généralement dans les mêmes MBA, sont rentrés au pays, ils ont dit, mais nous, on va s'occuper de la valorisation du capital immatériel de notre pays. Parce que ces diasporas, mais aussi les exécutifs des pays émergents, vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de pays dans le monde aujourd'hui, à l'ONU, ont bien compris que cette valorisation immatérielle était un enjeu stratégique et qu'il fallait le développer, et qu'il ne fallait pas qu'il se passe au XXIe siècle ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire une captation totale de l'imaginaire de ces pays, soit du fait de la colonisation, soit du fait de régimes politiques qui ont écrasé les immatériels des pays respectifs. Donc les gouvernants, les exécutifs ont appris ces modèles de valorisation de l'immatériel et les ont adaptés à leur propre pays. Et là, vous en avez un exemple. Mais nous avons une base de données à l'agence extrêmement complète où vous avez la dernière campagne de la Colombie, par exemple, qui est une valorisation de l'immatériel de la Colombie, pas simplement pour le café de Colombie, mais la valorisation du pays de la Colombie. L'Inde a fait une crédible India, mais c'est une expression qui est chère à Thomas Stern, la valorisation des territoires liée à cette mondialisation inattendue, qui est une mondialisation territoriale, se multiplie un peu partout. Et puis, il n'y a pas que les États qui sont de la fête, c'est que les marques sont étroitement associées à cette valorisation. Si vous prenez l'exemple de la Corée, vous avez là les marques coréennes qui participent tous les mois à un comité de marques réuni par le Premier ministre coréen pour valoriser l'image de la Corée. Donc c'est extrêmement intéressant de voir combien le partenariat public-privé est associé pour la valorisation de l'imaginaire. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Je vais donner un des exemples de à quoi ça sert. Quand tout à l'heure je vous disais le marketing pays, ça sert pour le business et pour le respect, évidemment que c'est un levier d'influence. Et que nous sommes dans un monde qualifié de dangereux par beaucoup, et Philippe Stark dit les marques sont des tigres de papier, mais les pays, donc les marques pays sont des tigres de papier aussi. Et il suffit d'une couverture de The Economist pour que la Grèce soit éteintée, pour que l'Espagne soit déstabilisée, ou pour que la France récemment, par le biais du Premier ministre,
du ministre de l'économie, du ministre du commerce extérieur, insultent The Economist en disant qu'ils n'ont rien compris au tempérament et au développement majeur et aux mesures qui sont prises par la France. Je voudrais revenir sur ce que disait Marcel au titre de cette tête de chapitre avec s'exposer, c'est-à-dire que si on veut attirer, si on veut développer sa notoriété, il faut s'exposer. Et les hommes politiques s'exposent. Vous avez un exemple très réussi, je ne rentre pas dans le détail de la technique parce que c'est la valorisation de tous ces concepts, c'est des marques concepts comme Copenhague avec Open, comme Bi Berlin avec ce jeu de mots avec le Bi. Là vous avez un jeu de mots, une mécanique publicitaire efficace sur le Great, juste avant les Jeux Olympiques. Et puis il faut s'exposer, mais il faut se défendre. Ça fait plusieurs fois dans le cadre de ces conférences qu'on dit que le droit des marques est un droit d'interdire. Plus vous interdisez votre marque, plus vous la protégez, plus vous lui donnez de la valeur. Là, vous avez un exemple avec Apple qui a un petit sujet, qui a emprunté un peu indélicatement l'horloge des chemins de fer suisses. Vous avez un procès en cours parce que c'est une captation d'imaginaire et que, évidemment, ça ne se fait pas. Et agir sur l'intangible, c'est développer des récits de marques qui revendiquent tous la performance. Là, vous avez des exemples d'Armstrong à Weissmuller, y compris dans le domaine de la culture, où en fait, lorsque nous avons les Oscars à Hollywood, c'est lorsque l'on magnifie la culture américaine et le cinéma américain. Je ne suis pas sûr que si on avait fait l'histoire des Frères Lumière, on aurait obtenu les mêmes récompenses. Et puis vous avez ce culte dont parlait Stéphane, qui est tout à fait intéressant, avec un extrait d'une des dernières allocutions pendant la campagne électorale de Barack Obama, et ensemble, avec votre aide et la grâce de Dieu, nous continuerons d'aller de l'avant et rappellerons au monde les raisons qui font que nous vivons dans la plus grande nation de la Terre. Et voilà. Deux derniers mots sur ce qui fait le nation branding. Donc vous avez compris que le nation branding ce sont en aucun cas des coûts marketing, c'est en aucun cas des campagnes de pub touristiques pour visiter le Maroc ou la Tunisie. Ce sont des stratégies à moyen et long terme, très structurées, qui reposent sur la cohérence et la coordination de l'ensemble des acteurs publics et privés. Et vous avez là deux exemples de leviers majeurs, le levier du sport, dont on parle beaucoup à l'occasion du Qatar, par exemple, qui s'est battu pour avoir la Coupe du Monde, dans quelles conditions je ne sais pas, et les Jeux Olympiques font partie, comme la Coupe du Monde ou la Coupe de l'Amérique, comme des accélérateurs mondiaux, à l'échelle mondiale, peux-je dire, de la notoriété et de l'attractivité. Gilles Deleuze rappelle souvent que le seul pays à ne pas avoir profité des Jeux Olympiques, de façon assez paradoxale, c'est la Grèce, qui il fout par terre l'Europe parce qu'il y a des factures et que malheureusement la Grèce n'a pas profité de cet accélérateur. Mais tous les autres pays, en particulier Pékin, la Chine, a réussi à utiliser les Jeux Olympiques comme un accélérateur. Une trace ou une caractéristique de l'évolution du monde dans lequel nous sommes, c'est que pendant des années, Pablo Picasso a été l'artiste le plus valorisé au monde, et puis il s'est fait détrôner récemment, l'année dernière, par Qi Baishi, qui est un artiste chinois, et d'ailleurs Picasso n'est même pas ni numéro 2 ni numéro 3, qui sont aussi des artistes chinois, mais Picasso reste dans le top 10 malgré tout. Un mot pour effleurer le sujet des marketing et l'utilisation de ce marketing pays par les marques elles-mêmes. C'est intéressant de constater que les marques françaises traduisent leur signature en anglais, alors que les Allemands ont bien compris que la revendication allemande et en langue allemande de leur signature était un facteur de valorisation et de fiabilité. Et donc Volkswagen dit Das Auto, là où Renault dit Creative Technology et Peugeot Motion and Emotion. Non, c'est pas ça. Et dernier mot, Sylvie voit bien ça, c'est que la culture est un enjeu majeur. Bilbao a montré l'exemple avec Guggenheim, mais depuis il y a eu beaucoup d'imitations de, grosso modo, si vous voulez être dans le concert des nations aujourd'hui en termes d'imaginaire, il vous faut l'Arena Stadium et il vous faut un musée d'ampleur mondiale avec une grande signature d'architecte. Là, vous avez 3 réalisations à Abu Dhabi qui sont en fait des emblèmes
La grande nouveauté, c'est que ces emblèmes étaient autrefois finalement peu visibles. Aujourd'hui, à l'heure où vous avez 1,2 milliard de smartphones dans le monde, avec 70% des détenteurs de ces smartphones qui ont au moins un réseau social, évidemment, toutes ces images sont des icônes planétaires. Voilà. C'était un petit point sur cette étude, d'abord, sur le goodwill des pays, et puis sur quelques points européens sur comment, aujourd'hui, les comités de marque, et cette journée est assez symbolique, comme l'a dit Marcel, parce que c'est aujourd'hui que, pour la deuxième fois, un exécutif, il y a eu un exécutif de droite en 2009 avec la mission Gégo, il y a un exécutif de gauche aujourd'hui qui s'intéresse à la marque France, et pour bien dire que c'est sans doute un sujet